És la conferència inaugural d'una eminència en tot plegat i que, sens dubte, ens il·lustrarà en tots i cadascun d'aquests punts que ha anat enumerant. Aquest autèntic estudiós del fet metropolità ens oferirà aquesta conferència, Governança metropolitana, reptes, formes i dilemes. I, senyores i senyors, amb tots vostès, el doctor en Ciència Política i Geografia, acadèmic i expert en governança urbana i gestió política de les ciutats, directament vingut des de França, bienvenue, bonjour, Philippe Esteve. Bonjour, em sento molto onorat per la vostra invitació, però non parlo català. Si us plau, perdoneu-me, però continuerai en français. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour le traducteur. Je voudrais donc vous remercier de votre invitation. Je suis très honoré. Je remercie aussi mon coach, José Luis Hera, qui a fait un travail absolument remarquable. Et si j'espère vous serez intéressé par la présentation, c'est très largement grâce à lui. Je voudrais aussi remercier le traducteur ou la traductrice. J'espère que ce ne sera pas trop difficile pour lui ou pour elle. Et surtout, je voudrais vous remercier parce que je me suis beaucoup appuyé sur le travail qu'a réalisé l'AMB en termes d'analyse démographique de l'aire métropolitaine de Barcelone, qui est un travail tout à fait remarquable et qui m'a permis de faire des comparaisons avec d'autres territoires. Alors, ce que je vais faire, évidemment, sans doute c'est un exercice très frustrant parce que je vais essayer de parler des métropoles en général, ce qui est presque une gageure, dans la mesure où, vous le verrez et vous le savez, en réalité, même si un certain nombre de traits et de caractéristiques sont communes aux différentes métropoles, chacune est évidemment très singulière et l'aire métropolitaine de Barcelone a ses caractéristiques propres qui à la fois la rapprochent de métropoles européennes, mais qui la distinguent fortement. Le deuxième point, c'est que je vais m'en tenir aux métropoles européennes. D'abord pour des raisons de connaissance. Je ne connais pas bien, en fait, les métropoles dans les autres pays, mais aussi pour des raisons, je dirais, de comparabilité, c'est-à-dire le fait que la métropole européenne, à l'échelle mondiale, on le sait bien, c'est une ville moyenne. Et donc, on va comparer, évidemment, on ne va pas comparer, évidemment, des villes qui font entre 5 et 10 millions d'habitants avec des villes comme Tokyo qui font 30 millions d'habitants. Enfin, on est dans des ordres de grandeur qui n'ont strictement rien à voir. Ça va pour la traduction, ça? Ok. Et le troisième point, donc, c'est que je vais plutôt parler des questions de gouvernance métropolitaine. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde les caractéristiques de la métropole et de la métropolisation, on se rend compte que les formes classiques du gouvernement territorial, du gouvernement local, sont bousculées par les phénomènes métropolitains. Autrement dit, le modèle municipal classique ne s'applique pas au phénomène métropolitain. Et on le verra, et vous le savez, du coup, les espaces métropolitains sont des lieux d'expérimentation de nouvelles formes de gouvernance qui sont plus ou moins en rupture avec la tradition municipale. Alors, je vais aborder 3 points. Le premier, c'est ce que j'ai appelé les enjeux de la gouvernance métropolitaine, mais on parlera aussi des grandes caractéristiques des métropoles. Un deuxième point où, rapidement, on va regarder ce que j'appelle des modèles de gouvernance métropolitaine, c'est-à-dire, en gros, comment est-ce que, dans les différentes métropoles, on a mis en place des systèmes de gouvernance en essayant de répondre aux enjeux métropolitains. Et puis, dans la dernière partie de l'exposé,
Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe en Espagne et en Catalogne, mais en France et dans d'autres pays, depuis une vingtaine d'années, nous faisons face à des polémiques extrêmement violentes, anti-métropolitaines, en gros, expliquant que le phénomène métropolitain coupe le pays en deux, entre les espaces métropolitains et les espaces non métropolitains. Et donc je voudrais en dernière partie revenir là-dessus pour essayer de relire les différentes critiques qui sont adressées à la métropole, avant de conclure sur effectivement l'idée que pour répondre à ces critiques, un gouvernement métropolitain innovant est tout à fait nécessaire. Voilà en gros le schéma, le menu de la présentation. Alors, les caractéristiques. J'ai l'impression d'avoir loupé. Oui, juste quelques éléments supplémentaires en introduction. Donc, la métropolisation, vous le savez, est un phénomène global. C'est un phénomène qui est quand même relativement récent, qui existe, qu'on a vu monter et s'affirmer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus tardivement d'ailleurs dans certains pays que d'autres. Je pense que la métropolisation en Espagne a été plus précoce qu'en France, par exemple, où même si Paris a longtemps dominé le pays, l'affirmation des grandes villes comme des lieux de pouvoir et des lieux de concentration économique est une affaire plutôt récente en France. Le deuxième point, il me semble que ce qui caractérise les métropoles, c'est que ce sont des atouts dans la mondialisation. Et un certain nombre d'économistes et de géographes ont montré que les États, de fait, font alliance avec les métropoles dans leur stratégie de mondialisation. Bon, à voir si la mondialisation ne se trouve pas en ce moment, vous le savez, en panne, hein, pour diverses raisons. Et c'est pour ça que la métropolisation pose des questions récurrentes, permanentes, aux formes du gouvernement local. Alors, sur ce premier point, c'est-à-dire quels enjeux de la gouvernance métropolitaine, je voudrais... alors oui, peut-être un mot sur les cartes. Vous voyez, ces deux cartes montrent la première, la distance entre les villes de plus de 100 000 habitants en Europe. Et là, c'est la distance des agglomérations, des villes et des territoires aux agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et là, c'est la distance entre les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Bon, donc on voit très très bien, j'aime bien cette carte-là, parce qu'elle montre quand même déjà des configurations territoriales extrêmement différentes. Vous avez je trouve que, vous voyez, la configuration spatiale de la France et de l'Espagne sont assez proches, c'est-à-dire qu'on a vous voyez, d'une certaine manière, des oasis métropolitaines, mais qui sont assez rares finalement, dans un pays qui, dans l'ensemble, est faiblement peuplé, avec de faibles densités. Et puis, vous avez cette dorsale européenne qui va en fait en gros de Manchester jusqu'à Florence, hein, pratiquement. À une époque, on appelait ça la banane bleue, je ne sais pas pourquoi, mais qui est le point de plus grande densité. Et donc, vous voyez qu'on a quand même des modèles extrêmement différents, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on a des concentrations urbaines, mais qui sont relativement isolées par rapport à un territoire qui a des densités beaucoup plus faibles, et un modèle dans lequel on a une très très forte densité, dans lequel finalement, on le verra, le modèle allemand par exemple, est un modèle dans lequel il n'y a pas de métropole dominante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent dans le rapport au pays de Barcelone ou de Madrid en Espagne. C'est un système, on le voit très bien là, beaucoup plus polycentrique, et même en Italie du Nord, même si Milan joue un rôle extrêmement important, en réalité on se rend compte que ce qui fonctionne, c'est toute cette conurbation qui va du Piémont
jusqu'à la Vénétie, dans laquelle on va retrouver non seulement des très grandes villes comme Turin et Milan, mais aussi tout un chapelet de petites villes, de villes moyennes, qui jouent des rôles extrêmement importants et qui participent de la métropolisation. Donc, ce qui est intéressant dans ces deux cartes, c'est qu'on voit quand même que vous avez deux types de phénomènes qui peuvent se recouvrir. Vous avez un phénomène métropolitain, c'est-à-dire de concentration dans certaines grandes villes, mais vous avez aussi un phénomène de métropolisation, c'est-à-dire l'intégration progressive de vastes espaces dans des systèmes urbains et des systèmes d'interdépendance territoriale. Voilà, je ne vais pas faire trop de commentaires de cartes, sinon on n'en finira jamais. Alors, premier point, je voudrais insister sur le modèle démographique des métropoles. Alors, tout de suite, j'ai fait une bêtise, parce que j'ai regardé des chiffres un peu anciens, et moi, ce qui m'avait frappé dans les métropoles, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler un moteur démographique à 3 temps. Le premier temps du moteur démographique, qui alimente le moteur démographique, c'est un solde migratoire avec le reste du monde, avec l'étranger, qui est extrêmement important, très positif. Et ça, on le retrouve partout. Ce qui fait que ça montre bien que les métropoles sont des portes d'entrée mondiales dans les pays. Deuxièmement, un solde naturel en général plutôt positif. Alors, je sais bien dans la MB, vous avez un solde naturel désormais qui est négatif. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde les métropoles européennes dans la durée, historiquement, elles avaient un solde naturel positif, mais que ce solde naturel positif est en train de diminuer. Donc, on peut penser que Barcelone est à l'avant-garde d'un processus plus général dans lequel ce qui va alimenter de plus en plus les métropoles, c'est leur capacité à attirer de l'extérieur, à attirer du reste du monde. Et la troisième fonction des métropoles, qui est extrêmement importante, c'est que ces gens qu'ils attirent du reste du monde ou du reste du pays, eh bien, au bout d'un certain temps, les métropoles, en quelque sorte, les renvoient, après les avoir formés et après une première expérience professionnelle. Donc, au fond, la métropole, c'est aussi un espace, vous voyez, de formation et d'apprentissage dans laquelle on fabrique, en quelque sorte, des gens diplômés, qualifiés, qui vont ensuite irriguer le reste du pays. Alors, on le voit bien là dans les travaux que vous avez faits. On voit les soldes migratoires de l'aire métropolitaine de Barcelone avec les autres territoires. Soldes migratoires négatifs avec le reste de la région métropolitaine. Solde migratoire négatif avec le reste de la Catalogne, solde migratoire négatif avec le reste de l'Espagne, solde migratoire hyper positif avec l'étranger. Et donc là, c'est typiquement cette fonction on pourrait dire, alors, je ne sais pas si c'est très joli de le dire comme ça, mais enfin, de pompe aspirante et de pompe refoulante. J'aspire des jeunes et je renvoie des diplômés et des qualifiés. Donc c'est un rôle extrêmement important dont on voit bien qu'il n'est pas juste à l'échelle de la métropole, mais bien à l'échelle du pays. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est une caractéristique du phénomène métropolitain, c'est le fait que la concentration métropolitaine, ce n'est pas juste de la démographie, c'est aussi du capital et de la puissance économique. Donc, en gros, c'est d'ailleurs même plutôt comme ça qu'on caractérise en général les métropoles. En gros, c'est capitaux, donc rôle de place financière, sièges sociaux, rôle de commandement des entreprises, et haute qualification, donc c'est là où on va retrouver des fonctions, je dirais presque d'amont
de la production, conception, recherche, développement, etc. Tout ça, vous le savez. Donc une spécialisation dans les services supérieurs et services supérieurs aux entreprises. Alors, il existe des métropoles qui sont aussi des lieux de production manufacturière. Mais dans l'ensemble, ce qui caractérise les métropoles, bien sûr, c'est cette fonction de service supérieur, financier, recherche, culture, etc. Alors, le troisième point aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle la fonction assurantielle des métropoles. C'est-à-dire quand vous avez un marché du travail dans lequel, alors je ne sais pas la taille du marché du travail de Barcelone, mais disons quand vous avez un marché du travail très important, c'est un marché du travail assurantiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez un emploi, évidemment, vous avez beaucoup plus de chances d'en retrouver un autre en métropole que si vous êtes dans un territoire relativement peu peuplé. Et inversement, pour les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire, bon, d'abord, alors de manière très cynique, des licenciements en métropole, ça se voit beaucoup moins que des licenciements à la campagne. Et donc, les risques, d'une certaine manière, curieusement, de contestation sociale sont peut-être amortis. Pas toujours, évidemment. Et donc, cette taille effective du marché de l'emploi, qui est une donnée extrêmement importante, c'est aussi des opportunités de mobilité sociale. Alors, on y reviendra, les métropoles sont des lieux de très forte inégalité, mais ce sont aussi, en tout cas, moi j'ai vu les chiffres en France, je ne sais pas, en Catalogne, c'est les endroits où la mobilité sociale est la plus forte. C'est-à-dire la possibilité de changer de condition, les enfants se retrouvant en situation sociale meilleure que celle des parents. Ce qu'on appelle en France, je ne sais pas quel est le terme ici, ascenseur social. Bon. Alors, je vous ai mis là, dans le graphique, 3 modèles en fait d'organisation métropolitaine des pays en termes de concentration de population et de concentration du produit intérieur brut. Et alors, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit le modèle allemand, qui est un modèle polycentrique, vous n'avez pas de métropole dominante. On voit le modèle français où là, c'est monocéphale, en quelque sorte. Les grandes villes françaises sont un peu des nains à côté de Paris et même par rapport aux villes espagnoles. Et l'Espagne, évidemment, avec son modèle très spécifique, qui est un modèle bicéphale. Donc, tout ça pour dire, vous voyez que même s'il y a des traits caractéristiques qu'on retrouve d'un pays à un autre à la métropolisation, on a des configurations spatiales qui sont extrêmement différentes et donc qui vont poser des problèmes différents. Le troisième point sur lequel je voulais insister, dans les traits caractéristiques de la métropole, c'est le fait que, alors c'est un point qui est très discuté, mais en gros, on considère, les experts considèrent que la productivité du travail dans les métropoles est supérieure à ce qu'elle est dans le reste du pays auquel les métropoles appartiennent. Alors, qu'est-ce qui explique la surproductivité du travail? J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une notion qui est vraiment très contestée. Mais ce qui explique en partie pour certains économistes la surproductivité du travail, c'est justement l'effet de concentration et les économies que ça permet. C'est-à-dire que, par exemple, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre un brevet dans une métropole, c'est beaucoup plus rapide, du fait de la proximité des personnes et d'une certaine complicité, que dans d'autres territoires moins denses. C'est ce qu'on appelle les effets de district. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion. Hein, c'est le district marshallien, où on dit, comment, je sais plus quoi, le business est dans l'air, quoi, enfin, si je peux dire. Et alors, ces mécanismes de surproductivité, en fait, ont un effet important
dans les États européens, c'est que, en fait, les métropoles produisent plus que ce qu'elles consomment, je dirais, en termes d'argent, ce qui fait que le surplus peut être redistribué. Et donc là, je vous ai mis, alors c'est un graphique sur la droite qui est pas complètement facile à lire, mais où on voit en gros la différence entre l'argent distribué par l'État ou plus exactement, combien est-ce que les différentes régions françaises touchent. Et alors, dans la redistribution par l'État, on voit que toutes les régions françaises sont bénéficiaires de la redistribution de l'État, sauf l'Île-de-France, qui, elle, est perdante dans la redistribution. Pourquoi ? Parce que l'Île-de-France est surproductive, produit plus par tête que le reste des régions, et que ce surplus-là, c'est le vivier dans lequel on va puiser pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour les impôts, etc., etc. Donc les métropoles sont aussi un réservoir pour les États, une espèce de vivier fiscal, si vous voulez, tout à fait important. Et d'ailleurs, la courbe ici montre, en haut, la courbe rouge, c'est aussi une courbe française, montre l'écart entre la productivité de la région parisienne et le reste des régions, donc un écart qui s'accroît. Et la courbe bleue montre l'écart des revenus, vous voyez, entre ce qui est produit et ce qu'on a dans la poche. Et la courbe d'écart des revenus ne cesse de se réduire. Et ça, ce graphique-là montre, vous voyez, les mécanismes de redistribution, surproduction dans la métropole, redistribution et donc réduction des inégalités entre régions. Mais je rappelle que c'est un phénomène qui est discuté. Alors, pardon. Il faut que j'accélère, là, je pense. Excusez-moi. Donc, je vais aller rapidement sur le reste. Donc, il y a un certain nombre d'autres mécanismes intéressants, mais que vous connaissez très bien. C'est-à-dire que autant les métropoles sont des lieux de concentration des capitaux, des pouvoirs, des talents, en même temps, ce sont aussi des lieux qui s'étalent. Donc, on a les deux processus, une concentration de facteurs de production et un étalement urbain par l'habitat et par l'emploi. Là encore, je vous ai mis un graphique sur Paris où on voit en fait le déplacement progressif de la création d'activités. On voit que maintenant, désormais, le pic maximum de création d'emplois, il n'est plus dans le cœur de l'agglomération parisienne, il n'est plus à Paris, il est en première couronne. Donc c'est dans cette zone d'expansion que se fait la croissance de la métropole. Alors, tout ça est bien beau, mais en même temps, vous le savez, produit des inégalités et des externalités négatives qui sont considérables. Je vais passer rapidement, mais c'est des points évidemment essentiels. Inégalité de revenus et ségrégation spatiale. Les métropoles, en général, sont des lieux, alors, enfin, curieusement, on pourrait dire à la fois c'est des lieux de mixité sociale, mais étant des lieux de mixité sociale, ce sont aussi les espaces dans lesquels on va retrouver les plus fortes inégalités sociales. Et ces inégalités sociales s'accompagnent souvent d'une forte ségrégation spatiale, c'est-à-dire une séparation. En général, c'est plutôt les riches qui se séparent que les pauvres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Autre exemple d'inégalité que vous connaissez bien, c'est l'accès au logement. Donc, c'est assez sidérant. Barcelone donne l'impression d'être un des espaces métropolitains les plus inaccessibles d'Espagne, puisque vous le voyez, enfin on ne voit pas très bien sur la carte, mais dans le cœur de Barcelone, pour un revenu moyen, il faudrait, en théorie, 30 ans pour pouvoir acheter un logement. Donc on est vraiment dans des endroits dans lesquels il y a des tensions, évidemment, extrêmement fortes. Donc tout ça, évidemment, pose des questions
sur la gouvernance métropolitaine. Alors, je voudrais, là, dans cette deuxième partie, sur la gouvernance métropolitaine, traiter rapidement 4 points. Je ne vais pas trop m'attarder. Le problème de la légitimité. Qu'est-ce qui légitime une gouvernance métropolitaine? Le problème de l'autonomie politique et fiscale de la gouvernance métropolitaine par rapport à d'autres niveaux de gouvernement. Le problème des mécanismes d'alliance ou de concertation avec d'autres territoires, j'y reviendrai, et la capacité ou non de ces métropoles à être un moteur de développement régional. Alors, là, je vais être plutôt analytique, hein, pardonnez-moi. Alors, vous voyez, cette belle dame, c'est la maire de Bologne, qui est en train de voter pour elle, je pense. Oui, il y a des chances qu'elle vote pour elle. Donc nous avons, en fait, quand on regarde les formes gouvernementales des métropoles, en gros, on a trois grands régimes. Donc on a des régimes qu'on pourrait dire supracommunaux. Alors l'exemple le plus parfait, c'est le Grand Londres. Le Grand Londres, vous avez une autorité à l'échelle de... Alors pas complètement de la région métropolitaine de Londres, mais enfin quand même qui englobe toutes les communes qui sont plus ou moins inscrites dans l'orbite de la dynamique métropolitaine de Londres, avec un système d'élection du maire direct au suffrage universel. Donc une très très forte légitimité du maire du Grand Londres, à telle enseigne d'ailleurs que le maire du Grand Londres, enfin l'institution du Grand Londres, a été supprimée par Margaret Thatcher, qui trouvait que c'était une puissance politique assez importante, presque, enfin comment dirais-je, opposée à celle de l'État. Surtout que, évidemment, à l'époque, le Grand Londres était dirigé par les travaillistes, encore aujourd'hui d'ailleurs. Nous avons un deuxième type de régime, et je pense que c'est le régime de l'aire métropolitaine de Barcelone, qu'on pourrait qualifier d'intercommunal, c'est-à-dire une alliance politique entre municipalités et une gouvernance, un gouvernement qui est délégué par les municipalités, c'est-à-dire une élection en fait au second degré, dans laquelle la gouvernance de la métropole procède en fait des municipalités. Et puis on a un troisième régime qu'on pourrait qualifier de régime technique, c'est-à-dire un régime dans lequel finalement il n'y a pas véritablement d'organe politique d'échelle métropolitaine, mais la métropole est de fait gouvernée par une série d'agences techniques, donc l'agence des transports, l'agence de l'assainissement, l'agence de l'urbanisme. Typiquement, le Grand Paris, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une communauté urbaine, enfin une métropole du Grand Paris, mais la métropole du Grand Paris, c'est une coquille vide. Politiquement, ça n'existe pas. Ce qui gouverne le Grand Paris, c'est le syndicat des eaux, c'est le syndicat des transports, c'est le syndicat d'assainissement, etc., etc. L'autre modèle de ça qui est intéressant à étudier, c'est Casablanca, par exemple. Casablanca ne fonctionne que comme ça, avec une série d'agences techniques. Deuxième question, le niveau d'autonomie politique et fiscale. Donc on a vu que le niveau d'autonomie politique en fait était assez variable selon les modalités. À Londres, on a un fort degré d'autonomie politique. Ici, à voir, à discuter, quoi. Et puis, des territoires dans lesquels il n'y a pas du tout d'autonomie politique, mais une forte légitimité technique. La question est celle des finances, évidemment. Comment ça se finance une métropole? Donc, on a, là aussi, je dirais, trois modèles. On a le modèle français. Alors, le modèle français est intéressant parce que, on l'a vu, c'est un modèle intercommunal. Il n'y a pas une très forte autonomie politique des institutions métropolitaines. En revanche, il y a une forte autonomie fiscale des institutions métropolitaines. Et en particulier, elles perçoivent tout l'impôt économique.
la totalité de l'impôt économique, plus des dotations d'État, comme on dit, bonifiées. On a le modèle du Grand Londres, là aussi, où il y a une... Alors, quand je dirais pas forte autonomie fiscale, parce que les collectivités locales en Angleterre, certes, perçoivent de l'impôt économique et de l'impôt sur l'habitat, mais 70% des revenus des collectivités territoriales en Angleterre sont en fait des transferts de l'État. Ce qui fait que l'autonomie, il y a une autonomie fiscale, mais l'autonomie financière est quand même très très faible, ce qui a permis au gouvernement Cameron de réduire de 40% les dotations aux collectivités territoriales, qui servent en fait de variable d'ajustement budgétaire dans les temps difficiles. Et puis, on a le modèle, je pense, de l'aire métropolitaine, mais là aussi on pourra, de l'aire métropolitaine de Barcelone, mais là aussi on pourra en discuter, qui est plutôt celui d'une autonomie fiscale, je dirais, plutôt faible, ou relativement faible, mais qui est en partie lié, évidemment, au modèle de décentralisation espagnol. En France, vous le savez, on a des métropoles fiscalement fortes parce qu'on a des régions très faibles. La région française est un peu comment dirais-je, un espèce de zombie, enfin, non, j'exagère, mais un peu de pouvoir. Les régions françaises ont des pouvoirs de papier, c'est-à-dire elles savent faire des plans, des schémas, des stratégies, etc. Mais elles n'ont absolument aucun moyen de les mettre en œuvre. Donc, du coup, ça laisse beaucoup de place aux métropoles. Ici, évidemment, vous êtes dans une situation tout à fait différente, dans la mesure où la métropole dialogue avec la généralité. Bon. Et donc dans un rapport dans lequel la généralité, là, pour le coup, est extrêmement puissante, et les marges de manœuvre financières de la métropole sont sans doute, curieusement, à Barcelone, plus faibles qu'à Lyon, par exemple, ou même à Marseille. Troisième question de la gouvernance, c'est quel rapport entre le territoire politique de l'institution métropolitaine et l'espace de la région métropolitaine. Est-ce qu'on peut gouverner la totalité du phénomène métropolitain dans l'espace? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, eh ben non. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, alors là je vous ai fait des cartes, je les ai faites moi-même, bon, ça se voit d'ailleurs. Je vous ai fait des cartes pour montrer les deux modèles, mais le modèle de Toulouse ou le modèle de Marseille. Vous avez en rouge l'espace métropolitain, la région métropolitaine, et en noir les limites des différentes intercommunalités, et au centre, en bleu, la métropole, les limites de la métropole toulousaine. Donc là, vous voyez, on est dans un système extrêmement fragmenté, dans lequel, en réalité, la métropole ne gouverne absolument pas l'espace métropolitain. Vous voyez ce que je veux dire? Marseille, c'est différent. À Marseille, alors ça a été plus ou moins imposé par l'État, il y a une relative adéquation entre l'espace métropolitain et l'espace de la métropolisation, de la région métropolitaine. Alors, j'ai regardé là, pour Barcelone et je suis tombé sur ce graphique qui est intéressant, qui classe les grandes villes espagnoles en fonction du nombre de communes qui sont impliquées dans le processus de métropolisation ou de banlieue, etc. Et on voit que Barcelone est une ville qui est quand même, c'est la métropole, en tout cas la grande ville, qui est la plus fragmentée, c'est-à-dire dans laquelle finalement l'aire métropolitaine, l'espace de métropolisation implique beaucoup de communes. Et donc ça nous pose une question qui est que
il est évident que c'est impossible pour un gouvernement métropolitain de couvrir la totalité de la région métropolitaine. Parce que là, en gros, en discutant avec José Luis, il m'a dit, si ça couvrait la totalité de la région métropolitaine, ça représenterait les 2/3 de la Catalogne en termes d'habitants. Et ça, politiquement, c'est évidemment très compliqué et pas possible. Donc, et ça c'est vrai dans tous les pays. Donc ça veut dire que jamais un gouvernement métropolitain, à lui tout seul, ne couvrira la totalité de l'espace métropolisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gouverner ça, il faut changer de modèle et fabriquer un modèle non plus de type municipal, mais un modèle, je dirais, de type diplomatique, dans lequel la métropole va passer des alliances avec les territoires voisins, de façon à construire des coalitions, non pas une institution, mais plutôt des accords entre institutions, de façon à traiter des enjeux métropolitains communs. Bon, je saute cette partie-là. Je voudrais passer, parce que le temps passe, je suis désolé, à la dernière partie sur les critiques, les dilemmes, les controverses à propos de la métropolisation. Alors, une première carte qui vous surprendra peut-être, c'est la carte du vote pour ou contre le Brexit en Angleterre. Alors pourquoi je la montre? Parce que c'est une carte qui montre ce que les Anglais appellent territorial divide, c'est-à-dire le très très fort contraste de comportement politique entre les espaces métropolitains. Vous prenez l'Angleterre au sud, hein, vous voyez, tout ce qui est bleu, ce sont les espaces métropolitains. Le Grand Londres, les villes du Nord, la côte du Pays de Galles, etc. Et tout ce qui est rouge, ce sont les espaces non métropolitains. Et donc ça, c'est une carte typique de ce qui est en train de se passer dans plein de pays, dans lesquels les comportements politiques des métropoles s'éloignent des comportements politiques du reste du pays. Et donc c'est considéré par beaucoup comme le signe des problèmes que pose la métropolisation, à savoir des grandes villes qui suivent leur propre trajectoire et qui commencent à s'écarter du reste du pays. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui contestent même l'idée de métropole, en disant, en fait, la métropole, ça n'existe pas, c'est un pur effet statistique, c'est-à-dire que si vous rassemblez dans un même endroit des banques, des headquarters, des talents, etc., bien sûr, vous allez avoir un PIB important. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de surproductivité métropolitaine. Donc ça, c'est ce qu'affirme un certain nombre de chercheurs. Et donc, en tout cas en France, je ne sais pas ici comment ça se passe, mais les gens font des calculs dans tous les sens pour essayer de démontrer qu'il y a une petite ville là qui a créé plus d'emplois que la très grande ville à côté, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. Ça peut arriver. Donc c'est contesté même, je dirais, dans ses fondements même. Le deuxième point, c'est que ce qui est reproché, c'est de dire, ça consiste à dire, au fond, les gouvernements ont fait alliance avec les métropoles et oublient le reste du pays. Et donc, en France, par exemple, la rhétorique des territoires oubliés est permanente, mais en Espagne, je pense que vous avez quelque chose comme España vaciada ou quelque chose comme ça, qui correspond un peu aussi à cette idée qu'il n'y en a que pour les grandes villes et du coup les autres territoires sont oubliés. Il y a aussi le fait qu'un certain nombre de chercheurs plutôt spécialistes en urbanisme disent mais en fait le modèle métropolitain c'est un modèle de spéculation financière dans lequel en gros on fait des grands projets pour, pardonnez-moi mais de la caricature, pour les riches et dans lesquels on fabrique de la spéculation et donc il y a un effet de bulle immobilière qui est lié à la métropole. L'autre point consiste à dire mais finalement il y a aussi une espèce de modèle d'urbanisme métropolitain
qui s'imposerait comme ça à tout le monde, alors que ce qui est important, c'est de conserver la diversité des modèles urbains entre les petites villes, les villages, etc. Donc non à une espèce de monopole métropolitain, à la fois sur le mode de production et sur le modèle de production urbaine. Et ben voilà, j'ai fini. C'était pas trop dur, j'espère. Alors, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que ces critiques et ces dilemmes, hein, en gros, est-ce que c'est vraiment si productif que ça? Est-ce qu'on n'abandonne pas les autres territoires au profit des métropoles? Est-ce que le modèle métropolitain est bon pour tout le monde? Il me semble que tout ça, ça plaide vraiment en faveur d'un gouvernement métropolitain. C'est-à-dire que il est clair que si on laisse les phénomènes de métropolisation se dérouler tout seuls dans une logique ultralibérale, il est vraisemblable, et on en voit déjà les signes, que certain nombre de ces critiques seront justes, effectivement, sur la spéculation, sur le modèle urbain, sur le rôle de l'immobilier et de la finance. On voit déjà les effets de ça. Donc il est très important de réguler ça. Mais il est aussi important de comprendre que, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas réguler un espace métropolitain comme on gouverne une municipalité. Et donc c'est là où, moi je dirais, vive l'AMB, parce que c'est là que s'inventent, vous parlez des 15 ans qui viennent, c'est là que s'inventent les modèles politiques de demain. C'est-à-dire, comment gouverner un espace qui nous échappe en permanence, qui passe son temps à bouger, qui transgresse nos limites politiques et administratives. C'est ça qu'il faut inventer. Et il me semble que ce qui se joue dans certains territoires, alors je ne sais pas ici, mais par exemple en Italie, les alliances qui sont faites entre Florence, Pise, Pistoia, sur toute la vallée de l'Arno, qui est une conurbation gigantesque et très très riche. Ce n'est pas une nouvelle institution, c'est une alliance, c'est de la diplomatie territoriale. Ce que les Anglais appellent the Northern Powerhouse, c'est-à-dire l'alliance des grandes villes du nord de l'Angleterre. Pareil, ce n'est pas une institution, c'est un système d'alliance. Donc il me semble qu'à la fois, il y a ces enjeux classiques de gestion technique des grands réseaux et de l'attractivité du territoire métropolitain, mais il y a aussi ces nouvelles questions de comment inventer des modèles de gouvernement souples dans lesquels la diplomatie joue un rôle plus important que la création d'institutions nouvelles. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée de travail. Merci beaucoup. Merci. Molt bé d'hora. Al llarg de les taules rodones podreu fer preguntes, però des de l'organització li volem traslladar unes quantes preguntes. Ara li preguntaré si des de la seva experiència analitzant metròpolis europees, ha analitzat el cas de Londres, el cas de París, el cas de Madrid, doncs quines coses tenen en comú i en què es diferencia el cas barceloní. From your experience analyzing European great metropolitan areas, which are the main demographic challenges that they share cities like London, Paris, Madrid, and Barcelona? In how is different the Barcelona case? Well, I'm not quite familiar with the case of Barcelona, but I think the metropolis share three main challenges. The first should be the aging, because the less children you have, the more old people you have in the city. Even if the migratory balance is negative for the old people, anyway, the population of metropolis are
aging. So this is one issue, and it is one issue important because, as we said, the housing prices are very high. Yes. So it's very important, and there is one kind of population which is very, very fragile. I mean, the old widows, the old women living alone. Which is, well, I don't know in Barcelona, but in France, this is the poorest population and the most, and who knows the most difficulties. This is one question. The second question is about, of course, natality, but, well, you cannot govern natality. The only thing you can do in big metropolis is to offer lots of services or of facilities for the families. For instance, kindergarten or places to help. Because the problem is what makes what makes the wealth of metropolis. I think one big point is women at work. And this is a big difference between metropolis and the rest of the country. You have many, many more women working than in the rest of the country. And if you want these women, I'm sorry to say this like that because it's very rude, but if you want that at the same time women work and have babies, you must provide facilities. You must help the ladies and, of course, the gents to breed to raise their children. So having this kind of public facility. The third demographic dilemma, which is not really demographic, it is tourism. Because, well, I don't know the figures in Barcelona. In Paris, there are, I think, 50 million of nights of tourists per year in Paris, 50 million. It means that at any time you have something that like more around 15% of the population in surplus. That you have to, of course, you have to house, you have to feed, you have to take into account regarding the traffic, for instance, and so on. And this is a big problem because at the same time, metropolis need tourism, because tourism is, of course, a way of making money, but also to attract people from other country. But it's very, very, very difficult to regulate tourism. And in fact, in some places, and I think Barcelona is in that case, there is a kind of concurrence between the natives and the tourists. And it's a big dilemma, I think, for metropolis. So these are, I think, the main questions. Old people, helping couples to have children, yes, up to a certain point, of course, and regulating tourism. Al llarg d'aquest matí parlarem precisament d'això, per això hem volgut titular tota la jornada com a vides en moviment, perquè es tracta precisament d'això, de persones que viuen soles, després en parlarem, no? Des de la seva visió, si hagués de fer una previsió, cadascun dels ciutadans que vivim a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 2041, com notarem a la nostra vida quotidiana aquests canvis, aquestes transformacions? If you had to make a prediction for 2041, what is the transformation, demographic or urban, that you believe will condition life, the most daily life of the citizens of the great metropolitan areas? Well,
what we can see in France, in Italy, and in Germany is a new attractivity from middle-sized towns, you know. Not all the middle-sized towns, but the middle-sized towns that are within a reachable distance from big cities. So, for instance, in Germany, you see, for instance, Munich, and the middle-sized town around Munich are very dynamic. It's the same in Italy. Of course, Milano is very dynamic. But when you look at the cities in the what they call Piana Padura, the plain of the Po, this is where the real dynamics of demography is. So I think this is one important trend for the next years. Maybe something that looks like a rebalancing between metropolis and the rest of the country. Well, not all the rest of the country, but some places like middle-sized cities. But the question is, at the same time, if population is deconcentrating, will employment also deconcentrate? Which is not absolutely, well, it might not happen. For instance, I'm sorry to call French examples, but, well, I'm afraid I'm it's French, reasonable. so it's reasonable. I'm grounding on what I master. We made a study in Toulouse. You know, Toulouse is one of one of the quickest expanding cities in France. It gains around between 10,000 and 15,000 people, new people in a year. So it's very, very dynamic. And many people are buy houses on a circle at about 50, even 60 kilometers from Toulouse. And the point is not only because the housing is cheaper, but also because they settle between two labor markets. The labor market of the big city of Toulouse and the labor markets of middle-sized town around Toulouse. So they double their chance of finding a job. So maybe we can have in few years, I don't know how it's functioning here in Barcelona, but maybe we could have in few years a kind, of a special division of labor with high level employment and very low level employment at the same time. Because if you want high level employment, you need a lot of low level. You need a lot of people to clean, to maintain, to repair, and so on. So in the core cities, the big cities, maybe we can see a shape like that, a lack of middle qualified employment, high qualification, very low qualification to sweep after the work of the highest qualified, and the middle qualifications moving to the middle-sized cities in a kind, of complementarity. This is what we see in some places in France, and well, I'm going to say something horrible, but
if you buy a house between a middle-sized town and a big town, and a couple with two workers, very often the guy goes in to work into the big city, into the metropolis, in a high qualified employment job, and the lady is working in an office in the middle-sized town, which is absolutely horrible. I'm sorry to say that. It's very gender organized. So this is, you see, this might be not a catastrophic scenario, but a possible scenario. Most of employment that can be eventually that can be replaced by AI, moving to the middle-sized town, and a kind of distillation of the jobs in big towns, with this specialization very high and very low. Thank you very much. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec Philippe grand Esteve. plaisir. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Merci. Alors. Bé, gràcies, Philippe Esteve, per aquesta magistral conferència i aquestes respostes.